Bonjour et bienvenue sur l'internaute.com 20 minutes et ouestfrance.fr pour Direct Politique, votre émission politique sur le web. Notre invité aujourd'hui est Bernard Sananès, président de l'Institut de sondage CSA. Bonjour Bernard Sananès. Bonjour. Merci d'être venu sur ce Merci plateau de m'inviter. répondre aux questions des rédactions et des internautes. Michel Urvois, éditorialiste politique à Ouest France, est aussi avec nous, ainsi que Mathieu Bruckmüller de 20 minutes. Bonjour messieurs. Bonjour. Je vous rappelle rapidement le principe, vous avez un peu moins d'une heure pour réagir pendant l'émission. Posez votre question à notre invité sous votre vidéo ou sur les réseaux sociaux, #directpolitique. Bernard Sananès, on va commencer tout de suite en parlant sondage. Pourquoi ? Parce que les sondages se sont trompés dimanche. Ils annonçaient le FN plutôt à 30%, enfin à quasi 30%, et finalement ils terminent à 25%. Qu'est-ce qui s'est passé ? Si vous prenez le sondage pour une prédiction, alors je comprends votre raisonnement. Et vous auriez quelque part raison. Si vous prenez le sondage pour ce qu'il est, c'est-à-dire un instantané, à un moment T, alors ça mérite un peu plus d'explication. Qu'est-ce qui s'est passé pendant toute la campagne ? Tous les instituts, et d'ailleurs tous les élus aussi, ont mesuré la dynamique de cette campagne qui a été depuis le début pour le Front National. Tous les instituts ont installé un Front National, ont mesuré un Front National au-dessus du bloc de droite et du bloc de gauche. Notre dernier sondage CSA, fait mardi et mercredi, indiquait déjà un resserrement de l'écart. Nous avons été, ceux qui ont mis, mais nos confrères aussi, mais effectivement, il n'y a plus qu'un point d'écart. Et nous avons titré l'UMP FN et UMP au coude à coude. Et effectivement, ce qui s'est passé, et là-dessus je vous rejoins, dans les derniers jours, il y a eu cette courbe, cette inversion de courbe qui s'est accélérée, qui s'est concrétisée. Donc ce ne sont pas les sondages qui se sont trompés, mais c'est plutôt la dynamique qui a changé dans les tout dernières 24-48 heures. Tout le monde peut se tromper, les sondeurs, les journalistes, les hommes politiques. Personne n'est infaillible. Je ne vous dirai jamais que les sondages ne se trompent pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut prendre le sondage pour ce qu'il est. Le sondage n'est pas une prédiction, sinon on ne ferait plus de campagne électorale. Et moi, en tant que citoyen et électeur, je le regretterais vraiment. Maintenant, vous avez raison. Dans les derniers jours de cette campagne, cette tendance s'est accélérée, intensifiée. Pourquoi ? D'abord parce qu'il y a eu un sursaut de mobilisation qui n'était pas prévu. Et deuxièmement, très vraisemblablement, parce que l'appel à la fois de Nicolas Sarkozy contre le FNPS et l'appel de Manuel Valls à se mobiliser contre le Front National a eu un impact. Alors précisément, s'agissant de cette mobilisation, elle a joué en faveur de qui ? Est-ce que c'est une mobilisation de l'électorat FN stigmatisé par Nicolas Sarkozy et Manuel Valls, ou est-ce que c'est une mobilisation de l'électorat PS après que Manuel Valls eut agité le chiffon rouge ? Dans les derniers jours, on ne peut pas dire qu'il y ait eu une surmobilisation de l'électorat du Front National. Pendant toute la campagne, il était très mobilisé, comme aux élections européennes, comme aux élections municipales. Donc dans les derniers jours, je ne crois pas. En revanche, il est plus compliqué de dire exactement lequel des deux camps c'est le plus mobilisé. Il y a pu y avoir un peu d'arbitrage, de porosité au profit de l'UMP et de son allié l'UDI par rapport à des électeurs qui hésitaient entre le vote Front National et le vote de droite. Et il y a pu avoir une remobilisation d'une petite partie de l'électorat de gauche. Mais dans les derniers jours, le sursaut de mobilisation ne semble pas avoir été favorable au Front National. En revanche, on voit sur toute la durée de la campagne et sur les résultats, il est faux de dire aujourd'hui que l'abstention profite au Front National. On voit bien que dans les zones où on a beaucoup voté, le Front National fait également de très bons scores. Est-ce que la complexité de ces élections locales permet-elle vraiment de réaliser des sondages fiables ? Il y a un redécoupage important qui a été effectué, il y a des binômes qui ont été institués. Est-ce que c'est plus compliqué ? Bon, écoutez, oui, incontestablement, c'était plus compliqué. Ça nous a donné des sueurs froides. Mais en même temps, c'est pas parce que c'est compliqué qu'on ne va pas le faire. C'était la première fois qu'il fallait qu'on votait comme ça. Il fallait donc s'adapter. Il fallait adapter notre outil de sondage et d'estimation. Qu'est-ce qu'on a fait chez CSA, comme chez certains de nos confrères, pas chez tous ? Nos sondages ont été réalisés sur une offre locale. Ça veut dire quoi ? Ces sondages étaient réalisés sur Internet et on ne vous demandait pas sur votre écran est-ce que vous allez voter FN, PS et UMP, mais dans votre canton, on voyait apparaître les noms des candidats, ce qu'on appelle l'offre locale. Donc ça a évité un certain nombre de distorsions. Maintenant, vous avez raison, dans les cantonales, il y a 2000 offres électorales. Ce n'est pas comme à une présidentielle, il y a une seule offre électorale. Ce n'est pas comme aux législatives. Et avec une classification politique qui est... La classification là-dessus, écoutez... On va en parler de la classification. Bon, alors, mais en attendant, je donne quelques commentaires d'internautes. Olive qui nous dit « Après Netanyahou réélu en Israël malgré des sondages catastrophiques, les départementales en France, on n'a donc rien appris chez les sondeurs depuis le 21 avril 2002. » Et on a un autre internaute qui, lui, s'est vraiment penché sur votre sondage du 19 mars, le dernier sondage avant le premier tour que vous évoquiez tout à l'heure. Il parle d'une marge d'erreur de 3,1 points, ce qui donne une fourchette finalement
de plus de 6 points d'écart. Est-ce que c'est important comme fourchette, ça, pour un sondage, Parlons ou des est-ce que c'est habituel? Non, c'est une marge d'erreur tout à fait normale en fonction y compris de la participation. Notre dernier sondage donnait le Front National à 28. La dernière totalisation du ministère de l'Intérieur est à 25,7. Donc non, le 28 n'est pas le 25,7, je ne vais pas vous dire ça, mais il n'y a pas 3,5 points d'erreur. Par ailleurs, il faut le rappeler aussi, pendant toute la campagne des élections européennes, on nous a dit « vous surestimez le Front National, etc. » Ça, en tout cas, a donné précisément cette progression du Front National. Donc je crois qu'aujourd'hui, on mesure. Maintenant, encore une fois, il y a des dynamiques électorales, surtout dans un scrutin où on rentre tard. Les Français sont rentrés très tard dans ce scrutin. Les médias en ont parlé très tard. Et donc ça s'est vraiment joué dans la dernière ligne droite. Il y a l'espace de la campagne électorale. Et excusez-moi encore une fois, tant mieux. Ce n'est pas au sondage d'afficher un résultat 4 jours avant. Même en tant que sondeur, je ne peux pas souhaiter ça pour notre démocratie. Alors après les sondages, on passe aux estimations, puisque vous faisiez partie des 3 instituts qui donnaient des estimations à 20 heures pour les chaînes de télévision, alors que le ministère de l'Intérieur, évidemment, ne disposait pas des résultats encore. Alors on a l'impression qu'il y a une grande cacophonie, hein. Ça a été pas mal souligné, notamment sur les réseaux sociaux, ou sur les chaînes de télé. Parfois le FN était deuxième, parfois le FN était premier, parfois il était à 26, à 24, à 27. Comment on peut expliquer de tels écarts entre les instituts? Est-ce que vous avez tous la même méthodologie? Écoutez, là-dessus, on peut critiquer les sondages. Sur les estimations, d'abord, le débat premier est sur le débat de la classification des étiquettes. Il n'est pas sur les estimations. Il y a eu un débat politique, d'ailleurs repris entre certains partis politiques et le ministère de l'Intérieur, sur la classification. Pourquoi ? À cause de ce que vous évoquiez tout à l'heure, nouveau scrutin et les binômes. C'est essentiellement ça. Quand un binôme, je vais prendre l'exemple le plus facile pour ceux qui nous suivent et nous regardent. Quand il y avait un binôme Front de gauche, Europe Écologie Les Verts, ou le classer. Voilà. Et donc, nous avons fait le choix de le classer, comme le Front de gauche était le plus présent sur le territoire entre ces deux partis, dans ce que nous avons appelé une ligne Front de gauche et alliés. Le ministère de l'Intérieur les a souvent mis dans les divers gauches, ce qui nous semblait pas tout à fait correspondre. Pour vous, est-ce que c'est un truc de passe-passe de la part du ministère? Non, c'est un choix, et d'ailleurs même certaines préfectures n'ont pas tout à fait toujours classé pareil. Donc là-dessus, il peut y avoir débat. Maintenant, les agrégats qui ont été faits, en tout cas moi je revendique l'agrégat que nous avons fait chez CSA, il y avait un agrégat qui disait UMP-UDI d'un côté, PS et ses alliés naturels, notamment le PRG, ou binôme soutenu par le PS de l'autre. Il ne me semblait pas normal, si on ne totalisait pas les divers droites dans le premier agrégat, de totaliser les divers gauches dans le deuxième agrégat. Ce qui explique très nettement que nous avons sorti un Front National un Parti Socialiste et ses alliés autour de 20%. Il a fini à 21%. Nous étions très près du score final. Et donc, quand le parti de gauche, le Front de gauche et les communistes aujourd'hui sont en train de dire non, on n'a pas fait 6%, mais on a plutôt fait entre 9 et 11%. Ils ont raison, c'est ce que donnait. Ça fait partie tout à fait, c'est ce que donnait. D'ailleurs, ils ont indiqué que notre comptage, nous avons recodé tous les candidats dans tous les cantons. Encore une fois, d'autres choix étaient possibles. Je crois que le choix que nous avons fait correspondait à la réalité électorale. Maintenant, si vous voulez bien, au-delà de la méthode, donnons un peu de signification politique à ça. Qu'est-ce qu'on a mesuré dimanche? On a mesuré que ce que l'on peut appeler, même si ce n'est pas tout à fait homogène, l'autre gauche, représentait à peu près un tiers du total gauche. Et que ce tiers de la gauche, il n'a pas beaucoup évolué par rapport aux élections présidentielles. Voilà. Ça, c'est une signification intéressante de ce codage et recodage. Un internaute, BBL, je cite, nous suspecte collectivement de vouloir cacher la domination du FN en faisant ce qu'il appelle des conglomérats. Enfin, ce sont des agrégats en réalité. Mais dans sa question, il y a un autre élément. Quel serait le score de l'UMP seul, sans alliance avec le MoDem et l'UDI? Est-ce qu'on le sait, ça? Alors, je vais d'abord répondre à la première partie de la question. Le Front National est le vainqueur en voix du premier tour dimanche. Est-ce qu'il est le premier parti de France? Non, il n'est pas le premier parti de France. Pourquoi? Parce que ça me permet de répondre à la deuxième question. Si l'UMP ne s'était pas allié avec l'UDI, l'UMP aurait présenté des candidats dans tous les cantons. Alors peut-être que ces candidats auraient fait moins que les candidats UDI qui ont été soutenus par l'UMP, mais la couverture électorale de l'UMP aurait été dans toute la France. Voilà. Donc il y aurait eu plus de voix. Non, l'UMP seul aurait fait plus de voix. L'UMP aurait sans doute fait à peu près les mêmes voix que le Front National, peut-être un peu moins que le total UMP-UDI, mais je trouve en tout cas que ce raisonnement ne peut pas être pris en compte. Maintenant, encore une fois, pour répondre à votre internaute, et c'est ce que j'ai dit dès dimanche soir, et je vais vous prendre
3 chiffres qui vont expliquer clairement ce qui s'est passé par rapport à l'élection de référence. C'est comme ça qu'il faut comparer, et non pas par rapport au sondage, par rapport à l'élection de référence de 2011. La gauche perd 12 points. En 2011, elle faisait 49. Hier, elle fait 36,5. Le Front National progresse de près de 10 points. Voilà. Et la droite, notamment parce qu'elle a agrégé maintenant le centre et le MoDem, ne progresse que de 4,5 points. Voilà. Donc le vainqueur en suffrage dimanche au premier tour, c'était le Front National. Le vainqueur dimanche prochain, par sa stratégie électorale, ce sera très vraisemblablement l'UMP. Une petite question de Fabien sur la cuisine, enfin disons la méthodologie que vous adoptez. Alors c'est peut-être des questions confidentielles. Il demande combien de bureaux de vote échantillons sont utilisés pour calculer les estimations à 20h. Il demande aussi combien ça coûte un sondage. Bah, écoutez, ça, je ne vais pas répondre à cette question parce que ni l'une ni l'autre. Si, à la première question, il y avait à peu près une centaine de bureaux, ce qui nous permettait d'avoir une estimation très tôt dans la soirée, puisqu'on ne peut pas diffuser d'estimation avant 20h, mais 18h50, nous avions fourni à nos partenaires une estimation qui a peu évolué dans la soirée. Bernard Sananès, on va parler un peu de politique aussi, puisque avant d'être sondeur, vous étiez aussi conseiller politique. Ça C'était il y a longtemps. Partie de votre curriculum vitae, et vous êtes un spécialiste de la politique de manière générale, de toute façon. Alors vous avez signalé sur votre blog, avant l'élection, vous avez un blog sur Internet, que le FN avait déjà remporté 2 victoires. Il a remporté d'abord la victoire de l'implantation territoriale et celle de la médiatisation de cette campagne, on en a beaucoup parlé. Est-ce qu'en se qualifiant en duel dans la majorité des cantons pour ce deuxième tour, et pas en triangulaire, puisqu'il y a très peu de triangulaire, est-ce qu'il n'a pas déjà gagné une belle victoire pour ce deuxième tour? Encore une fois, le Front National sort victorieux de ce premier tour. Il a réussi, vous l'avez rappelé, le pari de son implantation. Deuxièmement, il a été au centre du débat public. Troisièmement, il a réalisé un score avec une incontestable progression. Et quatrièmement, il va avoir des élus. Voilà. Et il va avoir des élus en duel. Il en a déjà, il va avoir des élus en duel. Ce qui est nouveau, puisque la quasi-totalité des élus Front National l'avaient été dans des cantonales ou des législatives en triangulaire. D'ailleurs, un des enjeux de ce second tour, pour moi, sur le plan de l'analyse politique, ce sera de voir est-ce que ce qu'on appelle un peu le plafond de verre, c'est-à-dire la barre de ces 50% en duel, sera atteinte et dans combien de cas? Moi, je pense que le Front National aura plusieurs dizaines d'élus, peut-être pas une centaine, mais plusieurs dizaines d'élus, peut-être 40, 50. Il en a déjà eu 8 dimanche. Mais il a obtenu d'autres victoires. La première... Il y a même de remporter une région, selon vous? Un département? Un département, je pense, on y viendra tout à l'heure, oui, qu'il y a un département au moins qui peut basculer. Mais il a remporté une autre victoire. D'abord, le pari de l'enracinement local est conforté par les scores qu'il obtient dans les villes où il a eu des élus. Je pense notamment au département du Var, qui est un département que je connais bien, puisque j'en suis originaire. Eh bien, quand on se souvient ce qui s'est passé en 1995, quand le Front National a gagné la mairie de Toulon, quelques mois après, c'était le recul. L'opinion sanctionnait la gestion du Front National. Là, dans les communes qu'il a gagnées, je pense à Fréjus, je pense au Luc, je pense à Kogola, le Front National consolide ses résultats. Ça veut dire que les électeurs, pour l'instant, sont satisfaits des bilans des maires. En tout cas, maires. Ils ne considèrent pas que les élus Front National gèrent moins bien les villes que les autres. Et puis, l'autre élément politique, c'est que bien sûr, on assiste maintenant à une tripartition de l'espace politique. Je vais vous donner un seul exemple, un seul chiffre, il est le plus important. C'était quoi le scrutin majoritaire en France? C'était des duels gauche-droite. Il y aura dimanche 1530 duels sur 1905 second tour. Dans la moitié des cas, même un peu plus, ces duels mettront en présence le Front National. Dans l'autre moitié seulement, il y aura des duels PS-UMP. Donc cette fois, il est vraiment rentré comme la troisième force politique de ce pays, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Une nouvelle configuration Sur la sociologie électorale, on a un internaute qui nous demande, on parle beaucoup d'un transfert de l'électorat populaire de la gauche vers le FN. Est-ce que c'est essentiellement ce segment-là, disons, on va dire, qui fait progresser le FN aujourd'hui, ou est-ce que ça va au-delà? Est-ce qu'il séduit aussi d'autres catégories de la population? La dynamique du Front National, elle se mesure dans la plupart des catégories socio-professionnelles
aujourd'hui. Et elle est constante depuis 2012. Aujourd'hui, le Front National a réussi à devenir, et l'expression est une expression de science politique, mais elle n'est pas une expression péjorative, est devenu un parti attrape-tout, c'est-à-dire qu'il arrive à mordre dans toutes les catégories socio-professionnelles. Il a élargi son territoire sur les classes moyennes, et il fait la synthèse aujourd'hui de ce que je qualifie de la France exaspérée et la France désespérée. La France exaspérée, qui vient plutôt politiquement de l'électorat de droite, exaspérée par les impôts, par l'immigration, par l'assistanat. Et puis une France désespérée par la souffrance sociale, par le chômage, par la précarité. Ça ressort des enquêtes que vous menez depuis plusieurs années, des déclarations qui sont données dans les sondages. Tout à fait, qui vient plutôt de l'électorat issu traditionnellement, mais déjà il y a quelques années, de la gauche. On le voit bien dans le département du Nord. On ne peut pas analyser ce qui s'est passé dans le département du Nord sans poser l'hypothèse qu'une bonne partie de l'électorat populaire a voté dès le premier tour pour le Front National. Donc vous nous avez expliqué que le Front National progressait en nombre de voix, il est vainqueur, par extension géographique, par nationalisation, homogénéisation, voilà. Et il progresse en plus, donc dites-vous, là où il est déjà implanté, donc il y a une double extension du phénomène. Mais j'ai plus envie de vous interroger sur quelque chose qui m'a frappé, c'est sa progression aussi dans des terres de droite. Bien sûr. Parce qu'on parle beaucoup de transfert d'une partie de l'électorat de gauche vers le Front National, mais dans des départements, je pense dans l'Ouest, en Normandie par exemple, en Vendée, partout, il fait des scores importants et il arrive en tête dans des départements tenus par l'UMP. Alors, c'est nouveau ou c'est... Bon, d'abord, il y a toujours eu dans la progression du Front National, le premier socle a été pris sur des électeurs qui venaient de droite. Ce qui me semble intéressant, je préciserai un tout petit peu ce que vous dites sur l'Ouest, c'est la progression dans les zones rurales. Alors il est vrai que ces zones rurales ont traditionnellement voté à droite très longtemps, mais c'est plus la ruralité qui me semble là l'explication et effectivement la situation, le sentiment que les campagnes, les zones rurales souffrent, qu'elles n'ont pas de réponse, qu'elles n'ont pas d'offre politique, qui explique la progression du Front National. Elle est spectaculaire, 24% dans le Calvados, par exemple. Ça m'a semblé un chiffre... La Sarthe. Voilà, exactement. Maintenant, et c'est tout l'enjeu pour Nicolas Sarkozy, est-ce qu'il va réussir à arrêter l'hémorragie de ces électeurs venus des zones rurales, venus de la droite, comme vous le dites, dans les prochaines élections, et notamment régionales. Le FN arrive avec des scores similaires qu'aux européennes, pour 25-26%. À peu près, oui. Tout à fait. Est-ce qu'il a encore des marges de progression, selon vous ? Oui, il a encore des marges de progression. Il a des marges de progression, notamment dans une catégorie sociodémographique qui est très importante, qui est les retraités. Les retraités, pour l'instant, restent un peu... Le vote retraité est un peu en dessous du vote moyen pour le Front National. Là, c'est vrai qu'il y a un enjeu, et d'ailleurs... il vote toujours pour la droite traditionnelle, enfin... Plutôt, alors au présidentiel, François Hollande avait fait des très bons scores, meilleurs que la gauche en 2007, mais c'est vrai que, traditionnellement, c'est un électorat de droite, voilà. Là, on voit bien que, notamment, quand on analyse un peu finement, sur les gens qui ont des petites retraites, mais aussi sur les retraités plus aisés qui sont sensibles aux questions d'ordre, d'autorité, là, on voit bien qu'il y a peut-être des réservoirs possibles. Et évidemment, numériquement, c'est extrêmement important. Donc ça, c'est un réservoir. En revanche, on n'a pas pu, alors on n'a pas encore l'analyse fine, mais dans les villes, là, arithmétiquement, on pourrait se dire qu'il reste des réserves. On voit bien que là, la progression pour Marine Le Pen, dans les grandes villes et auprès des cadres supérieurs, est plus complexe. Alors, il y a quand même un internaute qui nous signale que Marine Le Pen avait fait 6,4 millions d'électeurs en 2012 et que là, le FN n'en fait plus que 5,1 millions finalement quand on regarde les chiffres. Oui, mais la participation n'est pas la même, je rappelle à votre électeur. En revanche, si on compare par rapport aux élections européennes, il y a 400 000 électeurs de plus pour le Front National. Le Front National en voix progresse plus que la droite par rapport aux européennes. Donc là-dessus, la participation explique quand même le différentiel de participation. Au présidentiel, on a voté à 80%. Donc je pense que cette comparaison n'est pas tout à fait exacte. Non, la progression, y compris en voix du Front National, reste importante. On va parler un peu des leaders politiques. D'abord, Marine Le Pen. Est-ce que les gens qui ont voté FN ont voté pour Marine Le Pen ou ont voté pour les binômes qui se présentaient dans les cantons ? Je pense qu'on vote plus pour ce qu'elle représente, c'est-à-dire la critique du système, que pour ce qu'elle est.
son image. C'est quand même son nom qui fédère. C'est un label. C'est un label, c'est une marque. Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Marion Maréchal Le Pen. Mais on voit bien son image personnelle n'atteint pas des sommets de popularité. Elle est autour d'un tiers d'opinion favorable et ça ne bouge pas. C'est beaucoup plus que son père, hein, qui dépassait difficilement les 15 ou 18% d'opinion favorable en image. Là, hein. Mais on voit bien que la progression du Front National, la progression électorale du Front National ne se retrouve pas dans une progression de la cote de popularité de Marine Le Pen. Donc voilà, c'est plus ce qu'elle représente, ce qu'elle dénonce que ce qu'elle est. Autre leader politique, Bernard Sananès, c'est Manuel Valls. Donc il a eu cette stratégie de nationaliser l'élection, de taper très fort sur le FN. Est-ce que cette participation, qui est plus forte que prévu, et finalement ce résultat du FN qui est un peu plus faible quant à lui que prévu, peut être mis à son crédit? Est-ce que ces élections, c'est un succès de Manuel Valls? Incontestablement, la gauche perd les élections, donc le Premier ministre est perdant. Mais si je faisais une comparaison par rapport aux élections municipales, Jean-Marc Ayrault a perdu les élections et il est sorti extrêmement affaibli. Valls perd les élections, mais il en sort moins affaibli. C'est de la com ou c'est vraiment le résultat qui est plus flatteur? Il a obtenu un résultat. Ce n'est pas un succès, mais le fait que la gauche ait été un tout petit peu moins basse qu'aux européennes, le fait qu'il y ait eu ce sursaut de mobilisation, peut dire en tout cas qu'il a quelque chose à mettre à son crédit. Maintenant, attention, la gauche a mis quelque part cette semaine, parce qu'il y a des gros enjeux de mobilisation et de rassemblement entre les deux tours, ces divisions un peu en sourdine. On verra dès dimanche soir, sans doute, et dans les jours suivants, à nouveau un débat politique très fort à gauche. Le congrès du PS s'annonce difficile au mois de juin. Le congrès PS, et puis également les élections régionales. Vous savez, moi, ce qui me frappe dans la division à gauche, c'est qu'elle n'a pas été simplement le fait des états-majors nationaux. On dit souvent, c'est à Paris qu'ils se divisent, mais sur le terrain, on est capable de s'entendre. Là, la division, elle a été très locale, pour des élus qui géraient ensemble des exécutifs et qui n'ont pas été capables de se mettre d'accord pour des investitures parce que les désaccords de fond sont extrêmement profonds aujourd'hui. Michel. Et autre leader, Nicolas Sarkozy, est-ce qu'il y a eu un effet Sarkozy dans ces cantonales? Nicolas Sarkozy, il est redevenu, en tant que président de l'UMP, il est redevenu le leader de l'opposition. Qu'est-ce qui s'était passé aux européennes et c'était quoi la dynamique inquiétante pour l'UMP? C'était que, aux yeux de tous ceux qui voulaient exprimer leur mécontentement vis-à-vis de l'exécutif, tous ceux qui voulaient dire qu'ils étaient en désaccord avec François Hollande, eh bien, c'était le Front National qui incarnait le leadership de l'opposition. Dimanche, Nicolas Sarkozy, en partie par d'ailleurs le choix de sa stratégie électorale, est redevenu le chef de l'opposition. Aux européennes, ce n'était pas le cas. Ça fait quand même débat. On voit que François Fillon, Alain Juppé ont essayé un peu de minimiser l'effet Sarkozy sur cette élection en disant qu'il y avait quand même des milliers de candidats. Et que tout le monde y avait mis du sien. Qu'il y avait notamment une alliance avec le centre, qui est la stratégie d'Alain Juppé. C'est vrai. Mais la fonction de Nicolas Sarkozy, et là-dessus, on peut dire, et beaucoup l'ont critiqué, de dire que ce n'était pas une bonne chose qu'il aille prendre la présidence de l'UMP. Parce qu'il est président de l'UMP, je dirais ès-qualité, de manière fonctionnelle, à ce moment-là, il peut revendiquer, et pas François Fillon et pas Alain Juppé, ce leadership de l'opposition. Voilà. Donc c'est presque son premier succès depuis son retour. Oui, parce qu'on dit qu'il rame un petit peu depuis qu'il est revenu. Hein. Tout à fait. Mais il avait dit là-dessus, étape après étape. Aujourd'hui, son premier combat, c'était les départementales. Les régionales, ce sera extrêmement compliqué quand même, parce qu'on sera dans un scrutin où des seconds tours en triangulaire peuvent permettre au Front National d'emporter des régions. Mais c'est vrai que le choix, en tout cas tactique, de Nicolas Sarkozy, pour l'instant, était plus compris par les électeurs. On va passer à notre tour de France, mais d'abord une question d'une internaute ou d'un internaute, l'IS. Est-ce que les Français votent pour sanctionner le PS ou bien par conviction que l'UMP ou le FN, de chaque côté, peut vraiment changer les choses? Dans une élection intermédiaire comme les cantonales, on vote, soit on vote pour des enjeux locaux, à peu près un électeur sur deux nous disent qu'ils votent pour des enjeux locaux. Ceux qui votent pour des enjeux nationaux voulaient dimanche traduire leur mécontentement vis-à-vis de l'exécutif. Il n'était que moins de 10% à vouloir traduire leur soutien à l'exécutif. Allez, on passe au Tour de France de ces départementales et de ce premier tour. On a quelques départements pilotes sur lesquels on pose des questions depuis déjà quelques semaines. Et c'est Mathieu qui commence. En ce qui concerne le Nord, les Bouches-du-Rhône ou la Seine-Saint-Denis, est-ce que ces trois départements, on peut considérer qu'ils sont déjà perdus par la gauche? Pas pour la Seine-Saint-Denis. La gauche peut conserver la Seine-Saint-Denis, c'est serré.
le Nord est mathématiquement perdu, la droite n'aura peut-être qu'une majorité relative. Pour les Bouches-du-Rhône, là aussi, la droite peut l'emporter, mais sans doute avec la question est-ce qu'elle aura une majorité absolue, une majorité relative. En revanche, c'est vrai que ce qu'on a appelé le système Guérini a été mis en échec dimanche. Mais est-ce qu'il peut peser encore au deuxième tour, s'allier éventuellement avec un camp ou avec l'autre puisque... Oui, mais la majorité relative de l'UMP devrait être forte et on n'imagine pas une autre alliance. Alors, même question concernant l'Aisne, le Vaucluse et le Var, où là, on a au premier tour, le FN a des scores extrêmement élevés, puisqu'il est entre 38 et 39%. Écoutez, moi j'ai écrit, vous faisiez référence à mon blog, j'ai écrit depuis un mois que la meilleure chance du Front National de conquérir un département, c'était le Vaucluse. Et donc je le confirme pour cette entre-deux tours, c'est incontestable. Le Front National peut emporter le département du Vaucluse. Je ne crois pas que le Var bascule. Je pense que l'UMP aura autour d'Hubert Falco et de la majorité est rassemblée autour d'Hubert Falco qui n'est plus conseiller général, mais c'est vrai qu'il y a cet effet Falco qui permet de contenir sur les seconds tours sans doute la progression du Front National. Avec des reports favorables. Voilà, il y aura des élus Front National. Ce qui est intéressant à noter dans le Var, c'est que la gauche n'aura peut-être plus qu'un élu ou deux, alors que historiquement, la gauche a été assez forte dans ce département. Enfin, sur l'Aisne, l'Aisne a la particularité qu'au soir du second tour, entre les trois composantes, gauche, droite, Front National, on ne sait pas aujourd'hui qui aura le plus d'élus. Donc, à l'heure où nous parlons, c'est extrêmement serré. Non pas concrètement, entre s'il y a un des trois départements qui peut vraiment basculer FN, du coup, vous répondez le Vaucluse. Le Vaucluse. D'accord. Sur la Corrèze et l'Essonne, on a choisi de les associer puisque la Corrèze, c'est le département de François Hollande. Il en a été le président pendant pas mal d'années. Et l'Essonne, c'est le département de Manuel Valls puisqu'il a été maire d'Évry assez longtemps. Alors les deux sont en position de basculer. Qu'est-ce qui va se passer dimanche ? Là, vous me demandez des pronostics, ce n'est pas des sondages. Donc là, j'assume mon pronostic, ce n'est pas un sondage. Je crois que la Corrèze est en situation de basculer. Il faut rappeler que la Corrèze n'avait été conquise qu'à une voix de majorité d'abord, 2 voix ensuite par François Hollande, 2 sièges de conseillers généraux. L'Essonne est plus serré. La gauche, si le rassemblement, s'il n'y a pas de dispersion entre les reports de voix, l'Essonne peut encore... la gauche peut encore espérer garder l'Essonne. L'Essonne a parfois des comportements un peu atypiques par rapport à la moyenne nationale. Voilà, c'est serré, c'est compliqué pour la gauche. Elle a plus de chances de garder l'Essonne que la Corrèze. Un petit tour dans l'Ouest, on en parlait tout à l'heure, avec le Front National qui s'invite en arbitre. Tout à fait. Alors, comment on voyait les choses en Ille-et-Vilaine, en Loire-Atlantique, qui sont les 2 gros départements ? On pourrait aussi parler des Côtes-d'Armor. On pourrait parler des Côtes-d'Armor. Pourquoi ? Parce que même si le Front National fait un gros score, il est souvent éliminé. Et l'issue des Côtes-d'Armor entre la droite et la gauche, le Front National ne peut pas gagner les Côtes-d'Armor, il n'y aura peut-être pas d'élus, dépendra là du report des voix Front National sur la droite. Si les reports sont de bonne qualité, la droite peut espérer gagner les Côtes-d'Armor, ce qui serait évidemment, je parle sous votre contrôle, puisque c'était le premier département de l'Ouest à bénéficier de la vague rose et son président sortant, c'est le président des départements de France. Exactement, là ça aura une signification politique très forte. Je pense, au vu des résultats de dimanche, que l'Ille-et-Vilaine peut rester à gauche. C'est serré, mais la gauche a plutôt une légère avance. Et alors, je ne risquerai pas un pronostic en Loire-Atlantique où ça se joue à 3 cantons qui peuvent basculer. C'est extrêmement serré entre la gauche et la droite, et notamment un petit canton de la Chapelle-sur-Erdre qui fera sans doute la majorité dimanche. Allez, voilà pour le Tour de France. On verra dimanche ce qui se passera vraiment. Rendez-vous dimanche à 20h ou en tout cas beaucoup plus tard dans la soirée pour avoir les résultats. Sur ce deuxième tour de manière plus générale, est-ce qu'il y aura des sondages de votre part et est-ce qu'il y aura des estimations à 20h comme au premier tour ? Non, il n'y aura pas d'estimation dans des seconds tours. La seule chose qui pourrait être faite, ce sont des projections comme on le fait aux législatives. Là, en tout cas de notre côté, il n'y en aura pas, puisque par ailleurs beaucoup de bureaux ferment à 18h, et donc à 20h, quand les chaînes pourront commencer à communiquer, il y aura déjà beaucoup de résultats. De résultats clairs qui seront tombés. Un sondage OpinionWay, lui, donne de son côté hier 71 départements pour la droite, 19 à la gauche et 3 départements sans majorité. C'est à peu près le pronostic crédible, on va dire. La gauche aujourd'hui détient 60 départements. Dimanche, elle pourrait perdre la moitié de ces départements. Voilà. Je
pense que la droite, à un moment, rêvait d'en conquérir 40. Ça me semble très ambitieux sur la base des résultats de dimanche. Mais le fait que la gauche puisse perdre 30 départements, entre 25 et 30, ne me semble pas impossible. La moitié de ceux qu'elle détient. Alors la moitié, et surtout, ce qu'il faut rappeler, c'est que cela mettrait un terme à 15 ans de progression de la gauche dans ces départements. De 1998 jusqu'à 2011, la gauche a progressé de manière spectaculaire dans ces départements. La carte, on l'a vu devenir de plus en plus rose. Et là, ce serait un coup d'arrêt, voire l'inversion de ces années de reconquête électorale. Il y a quelques jours, vous parliez de 50 à 80 élus possibles pour le FN. Au vu du premier tour, vous révisez votre estimation? Oui, je dirais plutôt entre 40 et 50, effectivement. Là-dessus, le fait que le Front National fasse un peu moins, le fait qu'il y ait quand même quelques cantons aussi, le Front National soit éliminé. Voilà, entre 40 et 50, c'est très difficile. C'est vraiment très faible comparé notamment à des objectifs qui ont été donnés en filigrane par les dirigeants du Front National. Je pense notamment à Marion Maréchal Le Pen qui avait parlé, elle, d'une centaine d'élus. Ça voudrait dire que vraiment, il y a un échec là du Front National. Le Front National, c'est pas beaucoup. C'est vrai il a que très peu communiqué. Voilà, certes. très peu communiqué parce que vous savez, le second tour aussi, ce sont des résultats locaux. Et il y a là vraiment des rapports aux différentes personnalités qui sont souvent connues dans tel ou tel canton. Donc moi, c'est très compliqué de faire des pronostics sur le second tour. 50 élus du Front National, notamment en duel, ce serait quand même un résultat qu'on ne peut pas, à mon avis, qualifier d'échec. Le vrai enjeu, et ce qui fera la différence entre les 40-50 et les 80 possibles, c'est cette barre des duels. Est-ce qu'il va se passer le plafond de verre comme dans le Doubs? Est-ce que dans 20-30 cantons, le Front National va finir à 48-49? Ou au contraire, est-ce que cette digue-là du duel va sauter? C'est vraiment pour moi l'enjeu le plus important de dimanche. Le PS, pour le deuxième tour, appelé à faire barrage au Front National dans les cantons, et l'UMP a opté pour le nini. Est-ce que les consignes de vote jusqu'ici, vraiment, ça marche auprès des électeurs dans les élections passées? Est-ce que ça a vraiment un impact? Et dans ce cas-ci, dans ces élections au deuxième tour, à votre avis, que vont faire la majorité des électeurs UMP en cas de duel PS-FN, les électeurs PS en cas de duel FN-UMP, les électeurs FN en cas de duel UMP-PS? Alors, d'abord sur les consignes de vote. Quand on interroge les Français, 1 sur 2 aujourd'hui, c'est nos confrères qui ont réalisé ces études, 1 sur 2 nous disent qu'ils sont contre les consignes de vote, qu'on soit de droite ou de gauche. Voilà, on a envie d'avoir sa liberté, et c'est vrai qu'on attend plus tout de l'état-major. Maintenant, il y a des comportements politiques différents qu'on a pu mesurer, alors il faut être prudent, mais notamment dans les différentes élections partielles. On voit bien que dans un cas de duel UMP-Front National, les électeurs de gauche sont plus nombreux à aller faire barrage au Front National que dans le cas où il y a duel PS-UMP, PS-Front National, pardon, où pas loin d'un électeur sur 2 de l'UMP qui va voter au second tour, un électeur sur 2 qui va voter au second tour, parfois choisit le Front National. Mais là, il faut être un peu prudent. Ça montre une vraie porosité entre l'UMP et le Front National. Et puis alors, c'était le cas jusqu'à présent parce que le Front National aussi apparaissait comme un concurrent de l'UMP. Là, on voit bien dans l'électorat de l'UMP que de plus en plus, il apparaît aussi comme un adversaire. Les électeurs de l'UMP comprennent qu'à la force, le Front National peut passer devant eux. Donc ça peut peut-être dimanche changer les comportements. Mais il y a une chose qu'il faut surveiller. C'est ce qui se passe quand le Front National arrive en tête. Quand ça a été le cas dans 3 législatives partielles, dans l'Oise, dans le Lot-et-Garonne et dans le Doubs, le Front National a progressé entre 15 et 20 points. Parce que là, la dynamique d'arriver en tête permet d'agréger de nouveaux électeurs, peut-être aussi de libérer quelques abstentionnistes qui se disent, voilà, cette fois-ci, la tentation du vote chamboule tout. Et pourquoi je dis ça ? Parce que si demain, Marine Le Pen arrive en tête de l'élection présidentielle, cela pourrait créer une dynamique nouvelle pour son parti. Alors après l'élection va venir le 3e tour, ce qu'on appelle communément le 3e tour, c'est-à-dire l'après-élection, quand les conseillers départementaux vont élire leur président et donc déterminer une majorité. Alors on craint beaucoup ce 3e tour, on pense notamment au scénario de 1998, oui. Ces régionales où certains élus avaient pactisé, on va dire, avec le Front National pour obtenir la majorité. Est-ce que c'est vraiment un scénario à craindre ? D'abord, vous avez raison de rappeler la référence de 98. Pourquoi ? Parce qu'on a oublié en France qu'il y avait des 3e tours depuis 98.
il n'y en a pas eu. Voilà, on élisait une majorité, elle était claire, et donc le troisième tour, personne n'en parlait. Il y avait une dépêche pour dire M. Untel a été élu, mais ce n'était pas une surprise. Voilà. Là, on va suivre le vendredi qui suivra le second tour, l'élection des présidents de conseils généraux. Là-dessus, je crois que Nicolas Sarkozy fait un choix politique qui est de se dire « je veux une victoire sans tâche ». Et donc même si je perds quelques départements, je préfère, si je n'en gagne finalement que 27 au lieu de 30 ou 30 au lieu de 33, plutôt qu'on puisse me suspecter l'UMP et pas lui, d'avoir autorisé ou laissé faire de petits accords avec le Front National. Donc, même si l'UMP ne va pas contrôler tout ce qui se passe au niveau départemental... Est-ce que des élus vont vraiment transgresser la règle ou est-ce que... Il peut y avoir aussi, on verra, non pas un accord tacite, mais l'accord pour la majorité relative. C'est-à-dire que la gauche et la droite disent si un des deux blocs est arrivé en tête, même s'il n'a pas la majorité, on laissera élire le président du Conseil général sans participer au vote. En revanche, il y aura un rendez-vous au moment du vote du budget. Parce que même si vous avez une majorité relative pour élire le président du Conseil général, il ne faut pas que vous ayez une majorité pour voter contre le budget, parce qu'à ce moment-là, le département peut être mis sous tutelle. Donc il y a un troisième tour, il y aura peut-être un quatrième tour en septembre-octobre au moment du vote du budget. Et peut-être un cinquième avec les régionales. Est-ce que le gouvernement a eu raison de dissocier ces régionales? Je ne parle pas de l'aspect constitutionnel ou juridique du choix, mais est-ce qu'en dissociant les deux, est-ce qu'il prend le risque de se faire battre deux fois, ou au contraire, est-ce qu'il se donne une chance d'avoir quelques résultats qui pourraient atténuer les défaites en décembre ou au début de l'année prochaine? On ne sait pas quand elles auront lieu d'ailleurs. Alors, vous avez raison, il prend le risque d'être battu deux fois et d'être battu lourdement puisqu'il détenait 6 départements sur 10 et il détient la quasi-totalité des régions par l'Alsace. Donc mathématiquement, de toute façon, il ne peut que perdre les élections régionales. Pour autant, aux élections régionales, la barre du maintien au second tour n'est que de 10% des exprimés. Elle n'est pas de 12,5% des inscrits. Et donc on aura des configurations de second tour qui seront très différentes avec des triangulaires. La gauche au second tour finira par s'unir et va espérer sauver 3, 4, 5 régions. Donc peut-être que surtout le mode de scrutin différent peut permettre à la gauche de limiter ce qui de toute façon sera une défaite électorale importante. Le Front National peut gagner une ou deux régions. On suivra bien sûr Nord-Pas-de-Calais, Picardie et Provence-Alpes-Côte d'Azur qui sont ses chances principales. Est-ce que la fusion des régions peut être un motif de sanctions supplémentaires contre le PS? Est-ce que ça, c'est déjà mesuré, on va dire, dans vos enquêtes? Je ne répondrai pas exactement comme cela. En tout cas, plus on vote pour un territoire qui est grand, plus on vote national. Voilà. Et c'est aussi ce qui s'est passé au cantonal. Quand le canton était petit, on votait pour des enjeux locaux. Là, le canton a fusionné les cantons, ont doublé de taille. C'est une règle électorale qui a été observée par tous les chercheurs. Et on la verra. Les régionales, c'était déjà un scrutin national. C'est un peu le mid-term à la française. Vous parlez de sanctions pour le PS à l'issue de ces élections, peu importe les résultats du second tour. Le chef de l'État a déjà dit qu'il ne changerait pas de Premier ministre. Est-ce que selon vous, c'est une erreur stratégique? Non, il a évidemment raison. D'abord parce qu'il y a une deuxième défaite qui arrive, celle des régionales, et que la question peut se poser après les régionales de se dire est-ce que j'ai un autre Premier ministre pour amener la campagne présidentielle? Voilà, elle peut se poser, je ne dis pas qu'elle se posera, mais elle peut se poser. Évidemment, ce serait de dire, le discours de François Hollande, c'est lequel? Il n'y a qu'un seul cap politique, une politique social-démocrate, social-libérale, et elle va finir par porter ses résultats. Changer de Premier ministre, ça veut dire, je ne crois plus à cette politique et je ne crois plus qu'elle pourra avoir des résultats. Donc il n'y avait pas d'autre choix possible que celui, on dit en communication, d'enjamber l'élection et de faire comme si on était déjà dans l'après-départemental. Eh bien nous n'allons pas enjamber l'élection, puisqu'on vous propose évidemment sur les 3 sites, d'ailleurs, tous les résultats des départementales ce dimanche. Merci Bernard Sananès d'être venu analyser. J'espère qu'on a réussi à donner un aperçu à peu près complet de ce second tour à venir. Merci messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et d'ici là, restez connectés.